Donc, chiner tous les vieux outils sur les brocantes. Ouais, ouais. C'est lesquels les fabricants de manches cintrées? Les deux? On les, on les trouve sur Internet, manche cintrée, on trouve, il y a deux Ok. fabricants de chances. Oui. C'était quoi votre collection d'outils merveilleuse? Alors, à partir des années 80, la ville de La Courneuve avait embauché une équipe de gens, de chercheurs, pour faire un musée de l'outillage agricole à La Courneuve. Et petit à petit, l'équipe a collecté l'outillage agricole de toute l'Île-de-France. Et donc, les collections de La Courneuve, il y avait plus de 10 000 objets et outils. C'était la plus grande collection publique nationale d'outils agricoles que j'ai conservée jusqu'en 2016. Et en 2016, quand je suis parti, elle a été éclatée. Une partie est venue ici, une partie est partie je ne sais pas où. Et à Aubervilliers, à La Courneuve, ils n'ont gardé que les outils locaux. Moi, j'ai tous les fichiers, j'avais mesuré tous les outils, je les avais tous photographiés. Et il y avait des outils qui étaient même des inventions absolument incroyables, de gens localement qui avaient inventé des guidanes. Alors, le guidane, c'est quoi, René? C'est quoi un guidane? Un guide âne, comme un âne. Eh bien, c'est parce que l'homme est tellement bête, et il a fallu qu'on trouve quelque chose. C'était pour faire nos rayons dans les châssis, dans les coffres, pour planter, comme vous m'avez vu tout à l'heure planter au plantoir. Alors, on faisait ça. Alors, on n'avait plus qu'à suivre les trucs. Le guidane, en fait, vous aviez plusieurs rangs, vous pouviez programmer régler pour avoir les écartements différents. Et pour pouvoir planter. Des traceurs, tout à fait. Ouais. Il y a des poussettes à tirer, des poussettes à tirer. Et chaque localité avait inventé son matériel. Je vous parlais des binettes de Nanterre, nées à la fin du 19e siècle avec des taillandiers belges qui arrivent à Nanterre, qui ont fait des binettes absolument exceptionnelles. Mais les taillandiers de Montreuil, les taillandiers de Montmorency réalisaient aussi énormément d'outils adaptés vraiment au geste. Par exemple, il y a une binette qui s'appelle la bâtarde. C'est une binette qui est entre la binette et la houe. Et donc, qui sert aussi bien à ratisser qu'à buter. Et notamment, qui a été développée pour buter les petits pois et les haricots. Une question en ligne d'Anaël. Oui, bonjour. Merci Jean-Michel de ton intervention. Je voulais te poser une question sur les rendements dont tu parlais au début. Il s'agit bien de la SAU, c'est-à-dire de rendement à l'hectare sans les chemins, sans les passages à pied. Alors, on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire que tout à l'heure, René le disait, alors, une exploitation maraîchère au XVIIe siècle, ça faisait un arpent, c'est-à-dire 3400 mètres. Au XVIIIe, ça faisait deux arpents, 6800 mètres. Et au moment, disons, début XXe, c'était un hectare. Et à la fin, à ce moment-là, on a des chiffres. J'ai deux, trois articles qui traitent des chiffres de la production pour une exploitation d'un hectare. Un hectare, ça comprenait les chemins, ça comprenait, c'est pas de l'agricole utile, mais l'exploitation moyenne faisait à peu près un hectare à ce moment-là. Donc, il donne pas trop de détails, et je crois que j'ai trois articles qui traitent de ça. Un qui donne les volumes, un qui donne l'équivalent monétaire. Mais tout à l'heure, on le voyait dans les films, les maraîchers, ils faisaient aussi du poireau à Pierrelet, c'est-à-dire que dans leur chiffre d'affaires, il y a aussi des choses qui venaient pas de chez eux. D'accord. Et l'autre question, c'est que c'est un maraîchage assez intensif sur des petites surfaces. Est-ce que tu sais d'où venait la matière organique? Est-ce qu'ils Des chevaux travaillaient de encore Paris, avec des arbres à ce moment-là? la cavalerie. Les chevaux de Il y avait Paris, 100 000 oui, chevaux, d'accord. 100 000 chevaux, notamment il y avait 50 000 chevaux qui appartenaient à la compagnie des omnibus de Paris, et ça faisait beaucoup, beaucoup de fumier. Et sinon, les maraîchers prenaient à bail le fumier d'une auberge, d'un hôtel, d'un endroit où il y avait des chevaux. Et les gens qui avaient l'écurie sortaient le fumier dans la rue ou dans la cour. Et à ce moment-là, il appartenait aux maraîchers. Ils avaient fait un marché et ils devaient venir le chercher. Et donc le matin, quand le garçon, le domestique, amenait l'épouse et la récolte aux halles, il allait après chercher le fumier et il ne revenait pas à vide. On appelait ça circuit intelligent. Circulus Et intelligent. est-ce que tu aurais les chiffres comment dire, le nombre de tonnes à l'hectare, le nombre Oui, on a des tu les exemples. as quelque part? Oui, tout à fait. Le Pas, mais je fumier pense que de 40, 50 chevaux alimentait une exploitation maraîchère. Ça faisait donc un hectare.
on a les mètres cubes, on n'a pas les tonnes. Alors, on voyait tout à l'heure sur le film, c'est un fumier très pailleux pour faire des couches chaudes. Je ne sais pas si aujourd'hui, quand vous faites des couches chaudes, c'est un fumier très pailleux, c'est un fumier d'écurie. C'est pas du fumier de vache. Hein, il est très peu souillé, en fait. C'est très peu souillé. C'est très pigné, plein d'urine. Et c'est ça qui fait qu'il va chauffer. Ok. Ok, ça marche. Si tu les as en détail, je veux bien que tu me les envoies plus tard. Oui, je te donnerai ça, Anaël, les chiffres. Super, merci. Dans les 250 tonnes, il y avait très peu de culture investicale, c'est tomates. Non, les maraîchers parisiens, j'ai eu une discussion en aparté hier avec David, mais les maraîchers parisiens ne faisaient pas de tomates. La consommation, je suis dans les années 70-80, on mangeait peu de tomates en France, pas de courgettes non plus. C'était vraiment une culture du Midi, ou alors spécialisée à Marcoussis, au sud de Paris. Et à Marcoussis, ils faisaient de la tomate depuis le début du XXe siècle. C'était en lien aussi avec une conserverie, mais c'était surtout pour le marché d'exportation vers l'Angleterre. Parce que les tomates cultivées dans le sud de la France, il fallait qu'il y ait des cueils un peu vertes pour le marché anglais, parce qu'elle passait 2-3 jours en train. Et à Marcoussis, ils arrivaient à gagner de la maturité, envoyer des tomates plus mûres. Donc les Anglais préféraient la tomate de Marcoussis. Mais en fait, je le disais à David hier soir, en fait, ils ont dû inventer des marmelades et des confitures parce qu'ils mangeaient que des fruits pas mûrs. Hein. C'est tout bête, hein, mais c'est pas méchant pour les Anglais, mais non. Non, ici, il y avait les blonds. Mon grand-père, même mon père, non, mais mon grand-père, lui. Et même moi, quand j'allais à l'école à Star, là, on nous expliquait, il y a eu un moment, là, où il y avait beaucoup de maraîchers à l'époque, il y avait la foire aux melons. Aux melons. Puisque les melons, ils venaient prendre des camions, ils venaient super. Et mon grand-père, quand il est parti en Bretagne, a amené des graines de melon à lui, parce qu'il y avait des maraîchers, chacun faisait un peu sa graine. Hein. Et c'était des croumiers, un peu comme un ballon de rugby. Mais là, quand j'allais chez lui en vacances, oui, il faisait toujours un peu de melon pour les vacances. Et il me dit, bon, demain, mon petit gars, on va manger un melon. Mais manger un melon, c'était... Il n'y avait pas de mettre dessus de Porto. Hein. C'était super bon. Un goût vraiment... Et bon, on n'en trouve plus des comme ça. Alors, j'ai des graines de croumir, si ça vous intéresse. C'est un melon chypriote qui est arrivé dans la seconde moitié du 19e siècle. Et sinon, le melon de Stein qui a été développé, c'était la variété de Honfleur. Si certains veulent refaire du melon de Stein, c'était la variété de Honfleur. Il y a un article de 1845. Oui, les graines venaient de Honfleur. Alors, le melon, comme on a fait aussi du concombre, c'était tout ça. Et c'était pas... Ah, bien sûr, il fallait pas qu'il ait froid, qu'il vienne bien. C'était tout ça. Oui. J'avais une question par rapport aux outils. Qu'est-ce que vous avez présenté nous enseigne sur la manière de travailler aujourd'hui et comment on peut s'en inspirer? On va développer aussi les exosquelettes pour soulager les... comment on peut adapter ces techniques anciennes avec les nouvelles techniques? Alors, tout à l'heure, je vous parlais de Maximilien Ringelmann, qu'il avait inventé une station d'essai. Et je pense qu'aujourd'hui, sur tout cet outillage, on reste avec les études de Ringelmann. Je sais qu'il y a des kinés qui travaillent sur les gestes et les postures et les fatigues musculaires. Mais quand j'ai parlé de cet article à un copain maraîcher, il m'a dit, mais il faut renvoyer ce que tu écris à la MSA. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi aujourd'hui faire des études pour éviter les accidents tous les troubles musculo-squelettiques liés à des gestes répétitifs et autres, adapter la longueur du manche. Il y a des études à faire, je suis persuadé, sur si on veut vraiment relancer ce maraîchage sur petite surface avec plein d'outillages à bras et se passer d'outillage mécanique, il faut qu'on ait les meilleurs outils du monde. Il faut qu'on ait Par exemple, il y a des ratissoirs qu'on trouve en Provence. Et quand j'allais chez Christian à Cannes, il y avait un maraîcher qui était là et qui nous montrait des outils qu'il avait rapportés des Pays-Bas. Des lames de ratissoir qui étaient une ratissoire qu'on pouvait pousser ou tirer, ce qui fait qu'on ratisse dans les deux sens. Et ces ratissoirs avaient des manches de 3 mètres et avec plusieurs tailles de fer. Et j'ai trouvé les mêmes en Provence, sauf que je trouve ça sur des brocantes et j'ai plus les manches avec. Mais moi, j'essaie de aller trouver un manche de 3 mètres. Alors, je coupe les acacias chez moi, ou j'ai des branches, bon, j'ai du mal à avoir des manches droits.
vraiment droits. Ils sont toujours un peu courbes, mais c'est des outils qui permettent d'avoir un geste élégant. Et puis, il y a beaucoup d'outils. Tout à l'heure, on parlait des petites binettes, mais il y avait un outil qui était très, très utilisé qui s'appelait le couteau sarcleux. En fait, c'est une espèce de grosse cuillère ou de petite cuillère qui permettait de faire un travail sur des semis, sur des plants très fins. La sarclette ou couteau sarcleux, qui a été inventé dans les années à la fin du XVIIIe siècle dans le coin et qu'on trouvait chez les maraîchers ou au nord de Paris, et qui est un outil absolument incroyable, formidable, et qui a totalement disparu, qui est plus du tout utilisé. Moi, j'en ai fabriqué une copie que j'ai offert à mon fils là pour Noël. Mon fils qui veut devenir maraîcher. Bon, il a regardé cet outil. Bon, mais le jour où il l'aura dans la poche, il en aura besoin et qu'il commencera à l'utiliser, il se dira mais c'est génial. Et mon idée, c'est que, pour répondre à votre question, c'est qu'il faut étudier cet outillage et il faut trouver des fabricants qui, aujourd'hui, les fabriquent et pas à des coûts prohibitifs. Florence ? Pas son micro. Ah. Oui, alors Fabien, voilà, mais je crois que Anaëlle était avant moi. Elle est en main. Oui, je ne sais pas si Anaëlle avait déjà posé cette question ou si elle avait une nouvelle question. Ah, je ne sais pas. Anaëlle ? C'est pas grave, entre-temps, pose-la ta question. Alors j'y vais. Non, en fait, ce n'était pas une question, c'est que tu as évoqué, ton besoin de travailler sur les questions de fatigue, d'ergonomie, etc. J'ai le collègue qu'il te faut et il est à Lumini, à Marseille. Donc, il s'appelle Benjamin Goualard. Tu me l'as vu. Voilà. Il est maître de conférence en biomécanique. J'ai dit. Merci. Moi, j'avais une question pour Timothée et Mathieu. Je me demandais qu'est-ce que vous laissez faire aux bénévoles et qu'est-ce que vous vous dites, ça, il ne vaut mieux pas qu'ils le fassent parce que soit ils vont se casser quelque chose ou comment vous décidez ce que vous donnez à faire aux bénévoles ou aux non-experts entre eux. Je crois que tu as deux extrêmes. C'est soit tu laisses faire tu n'as pas envie de perdre du temps gros, à expliquer. Et tu as envie de rentabiliser les bénévoles, où du coup, tu lui donnes des tâches très répétitives, mais ils sont pas là pour ça. Et tu peux faire autre chose ou limiter l'accompagnement. Soit tu restes avec eux et tu plantes ou tu fais des semis ou tu t'éclaircis avec eux. Un truc un peu plus risqué, mais c'est-à-dire que tu perds de leur travail de professionnel. Mais eux, ils sont là pour ça et nous aussi, on est là pour ça, d'enseigner. Donc, c'est un peu dur de... Il y a toujours un équilibre qu'on essaie de trouver. En fait, il y a souvent, on a un tableau sur lequel il y a un peu tous les chantiers en même temps. Et il y a beaucoup de chantiers en parallèle. Donc souvent, on s'organise. Parfois, s'il y a 6 bénévoles dans la matinée, il y en a 2 qui viennent avec Roman, 2 avec Mathieu, 2 avec moi. Puis on va faire des chantiers. On va essayer d'organiser pour si ça dure une demi-heure, ça libère le chantier. Enfin, dans une demi-heure, on pourra faire autre chose. En même temps, on libère l'espace pour que Mathieu vienne avec une autre équipe. Donc c'est toujours un peu une sorte de composition comme ça. Et après, il n'y a rien de très dangereux en fait, parce qu'on n'utilise pas de gros moteurs. Il y a l'électroportatif, mais ça en fait, il y a quand même le temps un petit peu de savoir comment ça fonctionne, mis à part la tondeuse. On ne le donne pas trop à faire non plus parce que parfois, quand ils sont là que pour 3 heures, en fait, il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup la question de quand ils sont là pour 2 semaines et que dans les 2 semaines, ils vont passer 3 demi-journées au jardin par exemple, parce qu'ils vont aussi faire du bricolage, de la cuisine, etc. On n'a pas forcément le temps de leur montrer des choses, des activités sur lesquelles ils vont s'habituer et s'autonomiser. Par contre, s'ils sont là pour du long terme, parfois on peut plus facilement leur donner un truc un peu technique qu'ils vont pouvoir intérioriser, tandis que d'autres, ça va être plutôt travailler le sol, ratisser, récolter, etc. Et encore, ça dépend de quoi on parle. Au tout début, on avait des petites surfaces pour chaque légume. En fait, très souvent, on se rendait compte que le temps de montrer aux bénévoles comment on récolte les haricots, s'il y a 3 mètres de haricots à récolter, tu montres, une fois que tu as fini de montrer, tu l'aurais déjà fait tout seul, et il le fait, et 5 minutes, tu reviens, il faut réexpliquer autre chose. Donc maintenant, on fait des plus grandes surfaces, et voilà, c'est des ajustements tout le temps, tout est vraiment au cas par cas, en fait. Il n'y a pas de routine. Ok, merci. Quel est le processus de collecte d'urine et est-ce que vous adaptez des filtres? Comment vous savez qu'il y a des antibiotiques dedans ou pas? Est-ce qu'elles s'en foutent? L'urine, on la collecte de 2 manières différentes. Il y a des toilettes sèches et séparateurs dans le château.
Donc, il y a 4 toilettes sèches, 2 unitaires et 2 à séparateur. Séparateur, ça veut dire qu'on a les urines et les matières fécales de part et d'autre, et on vide les bidons dans les grandes cuves que vous avez vues. Et la deuxième source, c'est des bidons de chambre. Donc, c'est en 2022. On a lancé l'opération Pige dans un bidon plutôt qu'un violon. C'est une invitation à remettre au goût du jour le pot de chambre. Donc, on sur des bidons de 5 litres. Et comme ça, on a récolté des centaines de litres. Donc, on les stocke dans ces cuves noires opaques qui sont à l'ombre. Il y a une hygiénisation qui se fait. C'est les seules préconisations de l'OMS en fait sur la question de l'urine. C'est en gros sans oxygène, le pH va monter, des bactéries vont détruire des potentiels pathogènes qu'il y aurait. On parle que de pathogènes, c'est-à-dire qui pourraient être issus de résidus de matière fécale ou de parasites, résidus de matière fécale qui pourraient y avoir dans les toilettes à séparateur, ce qui n'est pas le cas des bidons de chambre parce qu'il n'y a que de l'urine, et l'urine est salubre. Donc pour la question des pathogènes, il y a l'hygiénisation. Et pour la question des dérivés pharmaceutiques, cosmétiques, etc., ça, justement, il y a assez peu, en fait, aujourd'hui, de processus qui permettent de les transformer. Simplement, il y a ce qui est certain, c'est que si on raisonne par l'absurde, ces produits-là, on les retrouve dans l'eau courante, dans les estuaires, etc. Donc, par l'absurde, en fait, on sait que si on les réinjecte dans un sol vivant, là, il y aura, sur les 10 premiers centimètres, suffisamment de bactéries, de micro-organismes, de levures, champis et tout, qui vont être capables de dégrader et de transformer et rendre plus ou moins inoffensifs ces produits. Mais le but justement de l'expérience, ça serait de pouvoir voir aussi, enfin, nourrir un peu avec un site comme le campus, pouvoir nourrir les expérimentations du programme OCAPI de l'École des Ponts, qui ont plusieurs sites d'expérimentation en Île-de-France. Il y a encore une grande zone de flou, mais ce qui est certain, c'est que c'est mieux que d'envoyer ça dans la station d'épuration, à mon avis. Oui, mais je trouve ça intéressant. Mais Oestrogène Café, il y a à Barcelone, il y a un bâtiment de l'Université de Barcelone, qui on récupère l'urine, etc. Ils ont fait des analyses et tout. Et l'oestrogène, c'est un des pires, ça ne se dégrade pas. Ah oui. Et bien entendu, c'est caractère féminin. Donc, ça peut. On ne sait pas. En fin de compte, on ne sait pas. On devrait dire oui, faire de la recherche. Mais il faut faire des trucs d'urine comme ça. Moi, je ne sais pas mon équipe pour rien savoir, mais bref, on va essayer en l'eau. Mais de faire des suivis, vous avez les bidons, etc. C'est vraiment le fun de faire des analyses. Pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans le sol. Puis qu'est-ce qui se passe dans les légumes après? Oui, mais c'est ça. Mais c'est tout le truc de voir. Mais souvent, c'est le contact. Hein. C'est plutôt le contact avec le sol, c'est l'oestrogène et tout. On met dans notre bouche. Mais d'ailleurs, assez spécial, la caféine. Puis eux, en plus, c'est des toilettes hommes et femmes. Et c'est vraiment toilettes hommes, caféine. À certains moments, ils faisaient des suivis, etc. Et donc, ça trouve d'autres enjeux. En parlant de café, c'est l'heure de la pause. Oh, merci Jean-Michel, c'était intéressant. On pourrait parler des outils pendant des heures, mais Ouais, là, j'imagine.